C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce grand moment d'émotion au Bénin. Les 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey sont de retour au pays après 130 ans d'absence. Elles avaient été dérobées par les forces coloniales en 1892. Elles retrouveront désormais leur place. Les détails de nos envoyés spéciaux dans ce journal. Ces tensions au Sénégal après l'arrestation de 3 opposants, parmi lesquels Ousmane Sonko. Les 3 hommes qui ont finalement été libérés avaient été interpellés lors de heurts entre leurs partisans et les forces de l'ordre. Nous serons à Dakar dans ce journal. Et puis la colère à Aghreb, en Tunisie. Elle ne faiblit pas après la mort d'un manifestant lors de tensions avec les forces de l'ordre. Des manifestants qui protestaient contre la réouverture d'une décharge qu'ils jugent dangereuse. Les précisions à suivre. 1892-2021, il aura fallu attendre 130 ans avant le retour de ces œuvres sur leur terre. Les 26 œuvres du Trésor royal d'Abomey ont été restituées au Bénin, arrivées par avion dans des caisses et transportées dans des camions. Ils vont d'abord devoir s'acclimater avant d'être exposés et accessibles au public. Marc Pope. C'est une cargaison plus qu'attendue qui se pose sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou. 26 œuvres d'art revêtant un caractère sacré, pillées par la France en 1892. Les Béninois attendaient ce moment depuis près de 130 ans. C'est le retour de nos trucs, c'est notre culture, c'est pour nous après tout. Donc c'est très important pour nous, nous sommes en joie. On remercie spécialement notre président Patrice Talon pour tout ce qu'il a fait. Merci beaucoup. Parmi les œuvres restituées, ces statues de l'ancien royaume d'Abomey, ainsi que ce trône emblématique de la culture béninoise. Toutes étaient jusqu'à présent exposées au sein du musée du Quai Branly à Paris. Les autorités béninoises soulignent un moment historique. La symbolique du retour au Bénin de notre âme, de notre identité, pour utiliser un mot plus facile à admettre, à comprendre, ce retour du témoignage de ce que nous avons été, du témoignage de ce que nous avons existé. Les œuvres vont à présent être soumises à 2 mois d'acclimatation avant d'être exposées pendant 3 mois à la présidence béninoise. Les trésors iront ensuite à Ouidah en attendant la construction d'un nouveau musée à Abomey. Et vous l'avez entendu, ces œuvres rejoindront le musée de Ouidah, ancien port négrier. Le lieu est encore en rénovation pour pouvoir accueillir ces œuvres d'ici quelques mois. Notre correspondante Emmanuelle Sodji s'est rendue sur place. Regardez. Nous sommes dans un lieu symbolique, la ville de Ouidah. Ouidah, très connue pour avoir été durant 2 siècles un port de départ pour des millions d'Africains réduits en esclavage. Et c'est ici, dans cette ville, qu'ouvrira très prochainement le musée international de la mémoire de l'esclavage. Et ce musée accueillera les biens culturels avant leur destination finale dans 2 ou 3 ans. Abomey. Alors pourquoi les Béninois devront-ils attendre 2 mois avant de pouvoir voir ces biens culturels restitués? Il faut savoir que des variations importantes de température et d'humidité peuvent dégrader les œuvres, notamment le bois dont sont constituées une bonne partie des statues et des trônes. Il faut également savoir que ces variations peuvent créer les conditions optimales pour la corrosion, donc corrosion des métaux. Et enfin, lorsque le taux d'humidité, comme à Cotonou à Ouidah, dépasse les 60, à Cotonou à Ouidah on est à plus de 90. Avec la température élevée, il y a le risque de création de moisissures. Donc une acclimatation contrôlée permet de limiter ces risques de dégradation. Le Bénin et la France travailleront ensemble pour dresser un répertoire des œuvres qui sont encore sur le territoire français. L'idée est de faire la différence entre les œuvres qui ont été spoliées et celles qui ont été acquises légalement. Ces tensions au Sénégal à 2 mois des élections municipales et départementales, elles sont survenues lors de l'arrestation de 3 farouches opposants au pouvoir, dont Ousmane Sonko et Barthélémy Dias. Ils ont tous été relâchés depuis. Ils ont été interpellés à la suite de heurts entre leurs partisans et les forces de l'ordre. Pour plus de détails, on retrouve à Dakar notre correspondante Sarah Sako. Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelles conditions ces opposants ont-ils été arrêtés? En fait, tout a commencé, Myriam, ce matin avec la convocation
devant le juge pour une audience en appel dans une affaire de meurtre qui date de 2011 de Barthélémy Dias. Barthélémy Dias qui part très tard de chez lui, puisque en même temps au palais de justice, l'audience est en train de se terminer. En réalité, le juge l'a rapidement renvoyé au 1er décembre. Et quand il quitte son domicile, il est accompagné d'Ousmane Sonko et de Malick Gakou également, deux figures de l'opposition sénégalaise. Leur convoi est encadré par plusieurs centaines de militants et rapidement, des heurts ont lieu avec les forces de l'ordre, notamment dans le quartier de la Médina. Et quand le convoi veut faire demi-tour, eh bien, les 3 hommes sont interpellés, mis dans une fourgonnette et conduits dans un camp de la capitale où ils ont été détenus plusieurs heures. Pendant ce temps-là, en milieu d'après-midi, Khalifa Sall, autre figure bien connue de l'opposition, ici fait un point presse, une conférence devant les médias, et il appelle les Sénégalais à se mobiliser pour la libération des opposants. Dans la foulée, des manifestants en colère sont descendus, notamment sur la VDN. C'est un grand axe routier dakarois où la circulation a donc été perturbée. Mais la tension est vite retombée puisqu'en fin d'après-midi, les 3 opposants sont donc libérés. L'avocat de Barthélémy Dias, maître Kouressiba, nous a précisé qu'aucune charge n'avait été retenue contre eux et lui parle de prise d'otage. Barthélémy Dias, depuis donc il a reçu sa convocation par le juge, lui crie au complot politique, ainsi donc que ses camarades donc dans l'opposition sénégalaise. Le procureur général a fait une sortie. Il a rappelé que cette convocation était, je cite, la suite logique du renvoi de l'affaire, renvoi qui date de juillet. On attend à présent une réaction officielle du pouvoir qui n'a pas encore eu lieu ce soir, mais hier mardi, en conférence de presse, le camp présidentiel avait parlé de manipulation, de mauvaise foi et dénoncé les appels à la violence de l'opposition. Alors vous l'avez dit, Sarah, la tension est retombée, mais ce que vous avez décrit ne présage rien de bon. Beaucoup craignent de violentes confrontations comme en mars dernier. En fait, oui, ce qui s'est passé, c'est que cette journée était à haut risque pour de nombreux observateurs et tout le monde avait en fait en tête ces émeutes meurtrières dont vous parlez, Myriam, des émeutes qui sont intervenues dans un contexte un peu similaire, puisque ce qui s'est passé à l'époque en mars, eh bien, c'est que Ousmane Sonko a été visé par une procédure pour viol et donc il avait lui aussi, comme Barthélémy Dias aujourd'hui, crié au complot politique, ce qui avait déclenché ces manifestations. Je rappelle qu'Ousmane Sonko reste aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Merci beaucoup Sarah Sacco pour votre éclairage. Et en Tunisie, la colère n'est pas retombée après la mort d'un manifestant dans la nuit de lundi à mardi lors de heurts avec la police. Grève générale et manifestations se sont poursuivies ce mercredi à Aguereb, près de Sfax. La raison de ce soulèvement, la réouverture de la décharge de la ville qu'ils estiment dangereuse. Bilal Tarabé. Jour de grève générale et décidé à obtenir gain de cause. Ces habitants d'Aguereb en Tunisie se rendent vers la décharge de la ville qu'ils souhaitent voir fermée pour de bon. Près de l'entrée de la décharge, un cordon de policiers les empêche d'avancer plus loin. Depuis plusieurs jours, les habitants de cette ville proche de Sfax s'opposent aux autorités. La mort d'un manifestant dans la nuit de lundi à mardi, que sa famille attribue à des tirs de gaz lacrymogènes, nourrit la colère. Les habitants d'Aguereb sont victimes d'un conflit entre l'État central et la municipalité. La ville ne ramasse plus les ordures car elle considère que c'est à l'État d'apporter une solution. En réponse, le gouvernement a autorisé la réouverture de la décharge d'Aguereb contre l'avis des habitants qui la considèrent contaminée par des produits chimiques. En attendant, les ordures s'entassent dans les rues. La gestion des déchets est un problème récurrent en Tunisie. 2,5 millions de tonnes d'ordures sont collectées chaque année, dont la majorité est enfouie dans des décharges sans être traitée ni incinérée. En bref, cette attaque au Togo, un poste des forces de défense et de sécurité a été visé dans la nuit du 9 novembre par des terroristes dans le nord du pays. L'attaque est confirmée par le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile. L'armée togolaise aurait repoussé
les assaillants selon la même source. La CEDEAO a reçu une fin de non-recevoir du chef de la junte guinéenne. Mamadi Doumbouya a rejeté en bloc les propositions de médiation de l'instance ouest-africaine. La CEDEAO avait désigné Mohamed Ibn Chambas comme envoyé spécial en Guinée. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. La nomination d'un envoyé spécial n'est ni opportune ni urgente. C'est ce que le colonel Mamadi Doumbouya a écrit dans sa réponse adressée à Nana Akufo, président en exercice de la CEDEAO. Le chef de la junte militaire estime qu'il n'y a pas de crise interne en Guinée. Selon le colonel Mamadi Doumbouya, la mise en place des organes de la transition se déroule normalement et avec toutes les forces vives du pays. Le colonel se dit toutefois disposé à recevoir les missions de la CEDEAO, mais plutôt pour accompagner le gouvernement guinéen d'un point de vue technique en vue, je cite, d'un retour à l'ordre constitutionnel normal. Il faut le signaler, cette décision suscite des craintes au sein de la classe politique. Certains jugent nécessaire une intervention de la CEDEAO pour veiller à ce que les militaires respectent leur engagement, à commencer par celui de rendre le pouvoir aux civils. Un début de dégel entre l'Algérie et la France après une crise diplomatique. Elle avait été provoquée par des propos du président français début octobre. Emmanuel Macron avait évoqué la rente mémorielle de l'Algérie et a questionné la nation algérienne avant la colonisation française. Hier, le chef de l'État a dit regretter les malentendus avec l'Algérie après ces déclarations. Des propos qui avaient choqué de l'autre côté de la Méditerranée. Alger a aujourd'hui salué les déclarations, je cite, respectueuses de Paris. On en vient à la COP26 et aux craintes des pays africains. La délégation du continent souhaite que les pays riches et pollueurs prennent leurs responsabilités et respectent leurs engagements. L'Afrique produit une très faible proportion de gaz à effet de serre, mais est très affectée par le réchauffement, par la sécheresse et les inondations. Nicolas Germain. Le sommet de Glasgow se termine en principe vendredi et les délégations africaines sont inquiètes. Elles redoutent que les pays riches, les plus gros pollueurs, ne fassent pas assez pour limiter le réchauffement climatique. La version préliminaire de la déclaration finale est sortie ce mercredi et pour les Africains, elle n'est pas assez ambitieuse. La représentante du Soudan du Sud a donné des exemples concrets du réchauffement dans son pays. Pour la troisième année consécutive, 9 des 10 régions du Soudan du Sud sont inondées. Par conséquent, plus d'1,5 million de personnes ont perdu leurs moyens de subsistance ou vivent dans des conditions déplorables. Le délégué somalien a expliqué que le changement climatique avait aussi des conséquences sociales et politiques très graves. La crise climatique contribue directement à la dynamique des conflits sur le long terme. Elle aggrave la concurrence pour les ressources. Elle pousse les jeunes à être exploités par des groupes extrémistes. L'Afrique contribue moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre de la planète, mais le continent se réchauffe plus et plus vite que les autres. Le rapport préliminaire note que les pays développés n'ont pas tenu l'une de leurs promesses. Ils s'étaient engagés à mobiliser à partir de 2020 100 milliards de dollars d'aide financière climatique aux pays pauvres. De nombreux observateurs à Glasgow sont pessimistes. Ils doutent qu'on arrive à un accord pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius de plus que pendant l'ère pré-industrielle. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.